Les actions de croissance à prix raisonnable du mois d'avril, quelles sont-elles? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez le partager sur vos réseaux, mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez alors accès en avant-première à toutes les vidéos. Comme chaque mois, je mets à jour le screener de croissance à prix raisonnable. On est sur Investing Pro pour ce screener. Vous avez 15% de réduction. Il y a le lien en haut à droite de l'écran si vous souhaitez vous y abonner. Quand on parle de croissance à prix raisonnable, l'acronyme anglais c'est GARP, Growth at Reasonable Price. Les critères de ce screener, on prend une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans supérieure à 15%, c'est quand même pas mal comme croissance, avec pourtant une rentabilité qui est convenable, on va dire, déjà 7% de rendement des capitaux investis. Vous savez que quand on fait de la croissance, si on gagne des parts de marché, normalement les marges augmentent et donc la rentabilité aussi. Donc en termes de rendement des capitaux investis. Donc là, quand on est à 7%, on est déjà sur une boîte qui est un peu profitable. Valeur d'entreprise sur EBITDA inférieure ou égale à 12. Donc là, c'est ça le prix raisonnable. Hein. 12, c'est pas très cher. C'est pas value pour autant, mais bon, voilà, c'est justement valorisé, on va dire. Et on parle de multiples passés, évidemment, hein, sur les 12 derniers mois. On va garder un endettement inférieur à 3 fois la dette nette sur EBITDA pour éviter les dossiers qui sont un peu trop risqués. J'enlève les industries qui me semblent pas très intéressantes. On va prendre une CAPI supérieure à 100 millions d'euros. En dessous, on est plutôt sur les micro-caps. Il y a un screener spécialisé que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Avec ces critères, on a 6 entreprises. On va replier ceci. On va se mettre en plein écran et on va présenter les colonnes, comme d'habitude, le nom de l'entreprise ici, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en euros, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation. Mon préféré, c'est valeur d'entreprise sur EBITDA, mais on peut parler aussi des bénéfices. Hein. Là, ce sont tous des critères, des multiples sur les 12 derniers mois. Il faut l'avoir en tête. Un price to free cash flow, 12 derniers mois ici. Alors ici, c'est multiple de prix sur actifs tangibles. Il n'y a pas de décote ici, donc on ne va pas en parler. Le PEG ratio, ça peut être utile en fonction des dossiers. Vu qu'on est sur les dossiers de croissance, normalement, le PEG ratio a du sens. Hein. Ici, ça vous donne une valorisation de la croissance. Le rendement des capitaux investis qui vous donne la rentabilité opérationnelle du dossier. Le rendement des fonds propres qui vous donne la rentabilité financière du dossier. Le levier en termes de dette nette sur EBITDA et en termes de dette nette sur fonds propres. Le rendement du dividende quand il y en a un. La sécurité de ce dividende en termes de payout ratio par rapport au free cash flow. Quelle est la proportion de free cash flow versée en dividende au-delà de 100%? L'entreprise s'endette pour verser un dividende, ce qui n'est pas très soutenable à long terme. Allez, premier dossier, c'est surprenant. Air France, donc la compagnie aérienne nationale française. Bon, en ce moment, à mon avis, ils vont quand même souffrir un petit peu du prix du kérosène qui monte en flèche avec le conflit iranien, puisque le prix des hydrocarbures est élevé. Donc attention, ces chiffres-là peuvent complètement changer à brève échéance, parce que justement, le coût des intrants est en train d'exploser. Il y a des compagnies aériennes qui vont faire faillite, à mon avis, dans les quelques mois à venir, à cause du prix du kérosène. Hein. Donc à garder en tête. 3 milliards d'euros de market cap, on est sur 24% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Solide croissance quand même. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait que de la croissance organique ici. Hein. Je pense qu'il y a de l'externe. 4 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 2 en PE, 4 en price to free cash flow. C'est pas élevé, c'est même value, mais c'est une industrie qui tolère les multiples, enfin le marché sur ces multiples, sur cette industrie met des multiples plutôt bas. Hein. Vous n'aurez jamais du 16 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA sur ce secteur d'activité. Il est hyper concurrentiel, donc les marges sont sous pression constamment, et dès que justement il y a une variation de prix des carburants, les entreprises souffrent. Donc il faut le garder en tête. On est pourtant sur une bonne rentabilité, 11% de rendement des capitaux investis, c'est très bon. Il y a un biais sur les capitaux propres ici, il y a une variation en fait, rendement des fonds propres et dette nette sur fonds propres, ils prennent les fonds propres des 12 derniers mois, et à mon avis il y a une variation. Alors je ne connais pas assez le dossier, mais si vous en savez plus, dites-moi ça en commentaire, mais je pense que les capitaux propres ont varié, ils ont peut-être fait un rachat d'actions pour annulation. En tout cas, ce chiffre-là et ce chiffre-là, il ne vaut mieux pas le prendre en considération. En tout cas, on est à 1,9 fois les EBITDA en dette nette, ce qui est un peu élevé pour une compagnie aérienne, puisque justement, on est quand même, c'est très volatile comme secteur, donc ça peut vite se retourner. Attention, du coup. Pas de dividende de versé sur les 12 derniers mois. Bon, Air France, moi je pense que c'est trop risqué, hein. C'est beaucoup trop risqué comme secteur d'activité. Donc c'est plutôt pour les spéculateurs, hein, ce dossier. Ensuite, on est sur Interparfums. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la production de parfums sous licence. Donc, de ce que j'ai compris, hein, ils ont très peu en fait d'actifs immobilisés. C'est un modèle d'affaires qui est asset light. Ils produisent sous licence, donc ils achètent la licence, mais ils produisent pas eux-mêmes les fragrances, si j'ai bien compris. Donc, en fait, là, c'est vraiment que de l'intangible hein, sur Interparfums. Ils ont une filiale aux États-Unis aussi, ce qui est pas mal pour éviter les droits de douane.
2,4 milliards de market cap, on est à 20% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, solide, 10 en valeur d'entreprise sur EBITDA, bon, ça reste pas trop cher en fait, 16 en PE, 16 en price to free cash flow. Voilà, on est sur des multiples raisonnables quand même. On est à 15% de rendement des capitaux investis, ça c'est le modèle d'affaires qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'actifs immobilisés, qui nous permet d'avoir une bonne rentabilité opérationnelle, de la très honnête, donc le bilan est solide, 4,3% de rendement du dividende, c'est sympathique, 67% des free cash flow, ce dividende est soutenable. En temps performance, ça se regarde. Voilà, ça c'est la croissance à prix raisonnable, donc dossier intéressant. Ensuite, on est sur Vusion Group, anciennement Vusion Group, anciennement SES Imagotag. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans l'IoT, ils sont aussi dans le retail, dans le digital, c'est-à-dire qu'ils aident leurs clients retailers, donc la grande distribution, à équiper leurs magasins d'étiquettes électroniques qui permettent d'ajuster en temps réel les prix. Et puis derrière, évidemment, ils vendent la solution d'exploitation des données et le logiciel qui permet justement d'aller surveiller les prix et calculer les prix, le prix optimal, et ensuite mettre à jour en direct les étiquettes en magasin. Donc un partenariat important avec Walmart qui a été étendu au Mexique, et ils ont un partenariat aussi avec Carrefour. Donc on a reçu énormément de cash pour ça. Ça, on va dire que c'est pas structurel, hein. Ils ont reçu du cash pour équiper les magasins, donc ce cash va être dépensé, il appartient pas aux actionnaires. On est à 2,4 milliards de market cap, enfin 2,3 milliards plutôt, 38% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples sont bas. Pourquoi? On est à 9 en valeur d'entreprise sur EBITDA pour une boîte qui croît aussi vite, c'est intriguant. Et bien en réalité, c'est que le marché s'inquiète qu'il n'y ait pas de visibilité au-delà des contrats Walmart et Carrefour du coup maintenant. Donc il faut que le management rassure sur ce sujet. Pour l'instant, le marché reste encore des doutes. Maintenant, moi, je pense qu'on est quand même très bas sur les multiples. 25% de rendement des capitaux investis, superbe rentabilité. Un petit dividende déversé qui a été augmenté pour l'année 2025, à payer en 2026. Pour moi, Vusion, ça reste une belle boîte, et pourtant, qui n'est pas très chère. Donc voilà, la seule incertitude, c'est quid des contrats pour les années suivantes. Donc là, il faut que le management délivre et gagne des contrats. Ça peut peut-être venir. En attendant, vous ne payez pas très cher. Alors, le pay ratio n'est pas affiché, dommage, mais je pense que vous payez. Le pay ratio doit être largement en dessous de 1 pour Vusion. Ensuite, on est sur Wavestone. Alors, service informatique, donc toute l'industrie des ESN est dans le narratif intelligence artificielle qui fait que les multiples ont été compressés. Là, j'ai l'impression que le marché revient un peu en arrière sur cet impact et que on va avoir à nouveau une expansion de multiples sur les ESN. Donc, Wavestone, c'est l'une des plus qualitatives. 1,4 milliard d'euros de market cap, 18% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est solide, très solide, 9 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 15 en PE, 11 en price to free cash flow. Ça s'est rarement payé aussi peu cher, ce dossier, donc c'est intéressant quand même. Le PEG ratio est à 0,7, la croissance est sous-valorisée, le PEG ratio, c'est la cherté de la croissance des bénéfices. Vous prenez le PER forward, donc le PER des 12 prochains mois, estimé par les analystes, attention, et vous divisez par la variation des bénéfices sur les 12 prochains mois. Eh bien, si c'est, en gros, ça vous dit que là, vous payez 66 centimes, 1 euro de croissance des bénéfices. Pas très cher quand même. 12% de rendement des capitaux investis. Ça, c'est, en fait, c'est le modèle asset light qui fait que, en fait, vous faites que de la prestation intellectuelle. Donc, on n'a pas d'actifs immobilisés. Le besoin en fonds de roulement est nul ou négatif sur cette industrie. Donc, bonne rentabilité, 12,3%. Très bien, ça crée de la valeur pour les actionnaires, ça. Pas de dette à signaler. Et on est sur un dividende de 0,9%, ce qui n'est pas très cher payé, parce que le payout ratio est bas. Pour l'instant, ils sont encore un peu radins. Mais bon, vu qu'ils ont beaucoup de croissance, ça me semble normal qu'ils, pour l'instant, ne versent pas beaucoup de dividendes, pas beaucoup de free cash flow en dividendes. Ça va venir par la suite. Ils ont largement les moyens de l'augmenter. Donc Wavestone, un dossier qualitatif, un peu contrariant. C'est pas le plus contrariant dans le secteur des ESN. Par exemple, un Sopra, on est Alten, à mon avis, plus contrariant que Wavestone, qui est quand même assez qualitatif. Donc, Wavestone, plutôt pas mal, dans cette optique GARP, ça se regarde. Aramis, on est dans une plateforme qui fait de l'achat-revente, qui permet de faire de l'achat-revente de véhicules d'occasion. C'est une introduction en bourse assez récente, en tout cas plus de 5 ans, mais puisqu'ici on a le chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans qui est défini. Bon, à voir, mais je crois que c'est quand même une IPO récente. On est sur une small cap, 386 millions d'euros. 23% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est solide. 9 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 17 en PE, 4 en price to free cash flow. C'est complètement value. On est à 6 centimes de 1 euro de croissance des bénéfices, pour 1 euro de croissance des bénéfices. Donc le PEG ratio est à 0,6. Bon, quand même, c'est pas très cher, 0,06, pardon. 8% de rendement du capital investi. Bon, c'est pas trop mal comme rentabilité. Et on a un petit peu de dette à signaler, toutefois, 1,7 fois les EBITDA en dette nette et 54% des fonds propres. Ça reste maîtrisé à ce niveau. Pas de dividendes de verser. Bon, avec une telle croissance, je pense qu'ils ont des opportunités de réinvestissement, donc ils ne versent pas de dividendes. Bon, intéressant ce dossier. Ça fait longtemps que
que c'est coté. J'ai l'impression que l'introduction en bourse ne s'était pas très bien passée. Ceux qui savent, qui connaissent le dossier, dites-moi ça en commentaire, mais j'ai l'impression que ça y est, maintenant, hein, cette boîte, elle devient enfin rentable et elle a pas mal de croissance. Donc, vu l'état du consommateur en France, je pense que les véhicules d'occasion, c'est un peu de l'avenir quand même. Donc, il y a un dossier quand même à aller creuser, hein, c'est sympathique. Freelance, on est dans une plateforme qui permet de mettre en relation des entreprises avec des freelances. Donc, on est sur une plateforme. Attention quand même au narratif intelligence artificielle. Moi, le contre-exemple, enfin, on va dire le comparable que je prends pour cette boîte, c'est Fiverr, donc qui est une plateforme américaine, si je ne m'abuse, qui a vu en fait un peu les transactions s'effondrer à cause de l'intelligence artificielle. Puisque sur Fiverr, en fait, vous aviez pas mal de prestations plutôt à faible valeur ajoutée qui ont été remplacées par l'IA. Est-ce que c'est le cas pour freelance? Il faut regarder. À mon avis, c'est pas trop le cas. J'avais regardé un petit peu les profils et ce qui était proposé comme mission sur freelance. Bon, c'est quand même plutôt de l'expert IT, quoi. Donc c'est quand même à plus à valeur ajoutée. 150 millions d'euros de market cap, 35% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. La croissance est explosive et pourtant c'est value. Pourquoi est-ce que le marché met des multiples aussi bas sur freelance? Je m'interroge quand même. On est à 4 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 5 en PE, 6 en price to free cash flow. Bon, c'est value. 7,3% de rendement des capitaux investis pour une boîte qui est asset light. C'est pas exceptionnel non plus. On est à 0,6 en termes de dette nette sur EBITDA et on est à 3,5% de rendement du dividende avec 25% des free cash flow. Donc, dette maîtrisée, dividende bien couvert. Donc, un dossier qui se regarde quand même. Alors, si on fait un top là-dedans, j'ai envie de faire un top plutôt 4. Freelance, je suis moyen chaud. En fait, moi, je garderai ça. Donc, en numéro 1, je pense que si on veut de la qualité qui est pas sujet à aucune disruption, sauf peut-être la guerre commerciale, peut-être, mais ils ont une filiale aux États-Unis, donc ils sont un peu protégés, Interparfums. En numéro 2, en termes de qualité, Wavestone. C'est un petit peu contrariant à cause de l'IA, mais pas tant que ça, je pense, vu la qualité des prestations. En numéro 3, on peut se mettre du Vision, quid des contrats futurs, ça il faut regarder, et Aramis en numéro 4. Avec ça, vous avez de quoi bosser de votre côté. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.